bonjour à tous. Nous allons lancer un Kahoot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quiz interactif. Donc votre téléphone va être votre meilleur ami durant la petite heure que nous allons passer ensemble. Donc vous allez pouvoir vous connecter dans un petit instant, voilà, en scannant un QR code. Donc merci à la régie d'y procéder, s'il vous plaît. Donc le Kahoot s'est affiché. Vous pouvez donc prendre vos téléphones et le scanner. Alors à la fin, il y aura des surprises. Il y aura un cadeau pour le gagnant. Et voilà, puisqu'il faut qu'il y ait un petit enjeu pour le jeu. Et vous aurez tous une surprise, puisque c'est comme les Jeux Olympiques, tous ceux qui participent gagnent. On va pouvoir ensuite, je pense, le temps que tout le monde se connecte, on va pouvoir enchaîner ensuite sur la présentation. Tout le monde a pu? C'est bon? Voilà, mais vous pouvez encore vous connecter, hein. Ça marche encore. Donc c'est parti pour la pharmacie du futur. Alors, qu'est-ce que la pharmacie du futur? Qu'est-ce que le futur? Personne n'en sait rien. Parce que le futur concerne les générations à venir, celles qui sont déjà là. Il concerne nos enfants, nos patients et nos clients. C'est la pharmacie de demain que nous construisons jour après jour, que nous mettons en œuvre pour nos patients, pour leur avenir et leur futur, pour un futur désirable et souhaitable. C'est le futur du champ des possibles. C'est le futur aussi du passé, proche ou lointain. C'est le futur que nous avons tous traversé, qui vient du passé, comme lorsque c'était le cas pour la pandémie Covid, où nous avons été, comme nous le sommes toujours, au service de la population en tant que pharmacien d'officine. C'est le futur aussi de l'arrivée de l'intelligence artificielle, générative et prédictive. C'est aussi celui issu de notre quotidien, quand nous cherchons des solutions pour trouver des médicaments en rupture, des médicaments essentiels comme les antibiotiques. Ce futur est en fait multiple et complexe. Comment naviguer à travers ce futur incertain et complexe, cet avenir changeant à chaque instant? En attendant d'avoir la machine à voyager dans le temps, utilisons notre imagination. Et avec ouverture d'esprit, choisissons comme destination un écosystème de santé collaboratif, performant et résilient. Grâce à une santé des 10 P, 10 possibilités comme les 10 doigts de la main, parce que c'est entre nos mains que se trouve l'avenir. Ce voyage comportera 3 escales. 3 temps où nous irons à la rencontre de sujets tels que les enjeux de la prévention santé au 3e millénaire, à travers 2 notions, la responsabilité populationnelle et l'universalisme proportionné, ainsi que la responsabilité sociale et environnementale. Ensuite, nous verrons que la pharmacie est le relais idéal de la prévention santé, en tant que lieu de vie, que hub de santé de proximité intégratif, hybride et durable. Enfin, nous verrons la nécessaire transformation numérique de nos officines, tant pour le back que pour le front office. Pour ce voyage, voyagerons léger. Le sac dans le coffre de la voiture, la valise dans la soute. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est notre humanité de professionnels de santé. Avec à l'esprit cette phrase de Peter Drucker que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est encore de le créer. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais qui consiste aussi en une vie complète et intégrale. Donc la meilleure prévention santé que nous puissions mettre en œuvre est d'identifier les principales causes de décès. Et donc, selon vous, nous allons pouvoir maintenant jouer avec le premier Kahoot. Donc la régie, s'il vous plaît. Merci, superbe. C'est parti. Donc voilà, d'après vous, quelles sont les principales causes de décès dans le monde? Les maladies infectieuses, comme le VIH ou d'autres maladies, les cancers, qui concernent malheureusement beaucoup d'entre nous, ou les maladies cardiaques. Ah, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Pour l'instant, c'est assez vite. OK. Donc ça va assez rapidement. Donc on ne va pas mettre suivant parce que ça va enchaîner sur l'autre. OK. En tout cas, je vois que là, au niveau des réponses, donc, les maladies cardiaques, effectivement, sont la bonne réponse. Et donc, je vois que la majeure partie des gens pensent que c'est les cancers. C'est vrai que les cancers nous touchent plus, effectivement, en termes de pathologie. On en parle beaucoup plus. Mais pour autant, les maladies cardiaques donc, concernent plus de la moitié d'entre nous, en termes de maladies non transmissibles.
Et donc, plus de 2/3 des morts seraient évitables, ne serait-ce qu'en agissant sur les maladies cardiovasculaires. 74%. 74%, c'est le chiffre de décès dans le monde qui seront dus en 2030 aux maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète, comme les cancers. Et donc, si nous voulons offrir à cette jeune demoiselle toute l'espérance de vie auquel elle a le droit, si nous voulons lui garantir qu'elle aille jusqu'à une espérance de vie de 80 ans, voire plus, et non pas seulement 60 ans, comme ça peut être le cas actuellement, eh bien, il est important de mettre en place un système de santé curatif, un système de santé préventif à la place du système de santé curatif. Donc les maladies non transmissibles, c'est vraiment ce de quoi nous allons parler, pour mettre en place un système en capacité de produire de la santé plutôt que de consommer du soin. Donc Kofi Annan a dit que les graines d'un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. C'est extrait d'un discours à l'Assemblée nationale sur le vieillissement, en 2001 déjà. Plus de 20 ans plus tard, nous en parlons encore. Et donc l'Afrique a de l'avenir. En septembre 2014, j'ai lu un article dans le Harvard Business Review qui parlait justement de l'Afrique, de ces 7 atouts de ce grand continent, notamment un continent en pleine expansion. Et l'Afrique a plus que de l'avenir. Je pense même que l'Afrique est l'avenir du monde. En effet, quand on regarde cette pyramide des âges, nous voyons que la majeure partie de la population est jeune. Et donc, à moins de 25 ans, plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Et donc, cette jeunesse dynamique et innovante peut nous conduire vers ce système de santé préventif en étant accompagnés par nous, pharmaciens d'officine. Et donc, comment nous pouvons contribuer au boom médical d'un continent d'avenir? C'est la question que je me suis posée il y a déjà quelques années. Et 2 mois plus tard, voilà, le hasard fait des fois bien les choses, j'ai croisé Vincent, un délégué pharmaceutique franco-nigérien que je connaissais depuis plusieurs années, par son sérieux, et qui m'a proposé des oméga-3, protecteurs cardiaques. Mais tiens, Xavier, et si nous en exportions dans des pharmacies en Afrique? J'ai dit, c'est intéressant, mais nous pourrions aller un petit peu plus loin encore. Nous pourrions proposer peut-être même de dépister les maladies cardiovasculaires, de dépister l'hypertension artérielle, associant le produit, le conseil avec un suivi régulier. Et ça a été le début pour nous du projet Avenir Santé Afrique. De fil en aiguille, ce système de santé préventive global, avec des cellules de santé connectées d'orientation et de prévention, adossées à des pharmacies, s'est transformé en un projet beaucoup plus ambitieux encore. Nous menons à l'écriture d'un article sur le sujet que nous avons présenté à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, sur le développement d'un système de santé global de prévention, jusqu'à ensuite voyager à travers donc, le Niger, et notamment à Niamey, en rencontrant le ministère de la Santé, les équipes techniques, l'ordre des médecins et des pharmaciens, les écoles d'infirmiers, les pharmacies, les hôpitaux, les médecins généralistes et les médecins spécialistes, notamment en diabétologie. Mais en Afrique, comme ailleurs en fait, les choses prennent parfois du temps. Et au bout de 3 ans, nous avions épuisé nos budgets. Nous en attendions d'autres, mais qui ne sont pas arrivés. Et c'est là que nous avons été désorientés. Nous n'avons plus trouvé de solution. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas écouté la sagesse africaine dont on a parlé précédemment. Et donc, nous avons décidé de mettre ce projet en stand-by dans nos cœurs. Nous avons aussi appris que la carte n'est pas le territoire, qu'il valait mieux s'adresser à cette jeune population, comme la fois où nous sommes perdus à Niamey, que nous cherchions une clinique, et qui nous a conduits à bon port et qui a cheminé avec nous. Et donc la meilleure route à suivre est bien de cheminer avec cette jeunesse. Ce qui fait le lien avec une santé, une vision plus large, celle de la responsabilité populationnelle. Si les jeunes peuvent nous aider à trouver le chemin, est-ce que nous pouvons les aider à prendre mieux soin de leur santé tant qu'il est encore temps? Donc, en parlant de responsabilité populationnelle, est-ce que quelqu'un sait ce que cela signifie, la responsabilité populationnelle? Vous pouvez lever la main, pour ceux qui savent, dans l'Assemblée. Une main, je vois, effectivement. Effectivement, c'est un terme que moi-même, je ne connaissais pas il y a encore 2 mois. Et c'est un terme qui m'a beaucoup apporté en tant que pharmacien d'officine, puisque, en fait, ça concerne, d'après vous, donc, la responsabilité. Quel est son objectif, finalement? Est-ce que c'est de prévenir les maladies, de promouvoir la santé de tous? Est-ce que c'est d'améliorer la qualité des soins ou de réduire les coûts de santé? Ok, bravo. Mais effectivement, c'est bien promouvoir la santé de tous et prévenir les maladies. Améliorer la qualité des soins et réduire les coûts de santé sont des conséquences de cette responsabilité populationnelle. Donc vous voyez effectivement que même sans le savoir, vous le saviez déjà en réalité. C'est un petit peu normal en tant que pharmacien d'officine, c'est des choses qui nous paraissent normales bien souvent. Mais mettre des noms sur les choses permet de leur donner de la consistance. Et donc, en tant que pharmacien d'officine, en tant qu'officinal, nous sommes le relais idéal pour la santé de demain et pour la prévention chez nos patients, notamment quand l'âge avance. Michel Audiard a dit un jour
eh bien, je me suis rendu compte que je prenais de l'âge quand je passais plus de temps à bavarder avec les pharmaciens qu'avec les patrons de bistrot. Eh bien, effectivement, nous accompagnons les patients tout au long de la vie, à travers les 4 axes de la responsabilité populationnelle, à savoir promouvoir, prévenir, guérir et soutenir tout au long de la vie, que ce soit des patients jeunes, dynamiques, en bonne santé, sportifs, que ce soit des patients chroniques, et que ce soit effectivement des patients dans le maintien à domicile en situation de fragilité. À cela s'ajoute l'universalisme proportionnel. Là, c'est pareil, un terme assez technique. Est-ce que parmi vous, ceux qui savent ce que ça signifie peuvent lever la main aussi? Ok, ben c'est rassurant, personne ne le sait. Pareil, là j'ai appris ce terme il y a un mois. Eh bien, en santé, l'universalisme proportionné vise à la fois à réduire les inégalités en santé dès le départ, dès le plus jeune âge, et à donner à tous de manière équitable selon ses besoins. Voilà, imaginez 3 enfants, un grand, un moyen, un petit. Ils n'ont pas les moyens d'assister à un match de baseball. Et leur plan, c'est que chacun apporte une caisse pour voir au-dessus de la palissade, en fonction de sa force. Certains peuvent en prendre 2, d'autres 1, voire pas du tout. Voilà leur idée de départ. Cependant, arrivés devant la palissade du match de baseball, eh bien, la réalité, c'est qu'ils n'arrivent pas tous à voir et qu'ils vont devoir faire des choix en fonction des caisses qu'ils ont portées, en fonction de leur taille, en fonction de tas de paramètres. Donc, est-ce qu'ils vont choisir un système égalitaire ou équitable, une approche universelle ou ciblée? Et vous, que choisiriez-vous? Est-ce que vous êtes team égalité universelle ou team équité ciblée? Voilà, donc team égalité, approche universelle, la même chose pour tous, ou team équité, approche ciblée, ou les deux, ou aucun des deux. Alors, je vois effectivement, la majeure partie, c'est l'équité, une approche ciblée. Ben écoutez, effectivement, c'est juste aussi. Et la team égalité, 23%, eh bien, c'est juste aussi. Et il y en a qui ont répondu les deux. Ils ont été un peu plus malins, peut-être. Là-dessus, ils ont dit, tiens, ben pourquoi effectivement choisir? Et vous avez raison, en fait. Ce sont les deux combinés, en fait, qui constituent l'approche, donc l'universalisme proportionné. Aucun des deux, par contre, effectivement, s'est dit, bon, là, il y a une autre solution. Pourquoi pas? Parce que vous avez raison. L'autre solution, ben, c'est peut-être que ces jeunes, on pourrait leur payer la place au match de baseball. Après tout, ils peuvent voir ça des tribunes, c'est quand même plus sympa que derrière une palissade. Hein. Donc bravo à 1%, c'est peut-être lui qui a la bonne réponse. Alors, effectivement, il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'il y a un tel nombre de déterminants sociétaux, environnementaux, personnels, politiques, législatifs, que c'est très très compliqué de mettre en place cette approche de la meilleure manière possible. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Donc, ce qu'il pourrait être, c'est un système en capacité de produire de la santé plutôt que de consommer du soin. Nous sommes arrivés effectivement à la deuxième escale. Nous allons maintenant parler de la pharmacie relais de proximité et pilier de cette santé préventive. Dans un hub de santé communautaire, intégratif, hybride et durable. Voilà effectivement une image un petit peu rêvée d'une pharmacie idéale. Donc ça peut correspondre à certains de vos rêves ou pas. Donc ça, c'est effectivement, chacun peut créer son futur en fait. Et que diriez-vous donc d'une pharmacie de ce type-là, avec des consoeurs, des confrères formés aux multiples prises en charge via la santé intégrative, comprenant la médecine du mode de vie. Alors, santé intégrative, parmi vous, est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, une personne, 2, ok, 3. Ok, et bien santé intégrative, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours en pharmacie au final, puisqu'elle associe la médecine conventionnelle, les médicaments que nous connaissons tous, la médecine complémentaire, les compléments alimentaires, on avait parlé d'oméga 3 précédemment, mais aussi le prendre soin de soi. Faire du sport, bien manger, tout cela combiné dans la médecine intégrative, la médecine du mode de vie et la médecine individualisée, pour donner donc la santé intégrative à travers 6 aspects pour la médecine du mode de vie. Donc bien manger, bien bouger, gérer son stress, avoir une vie sociale et affective épanouie, bien dormir et évidemment ne pas consommer de tabac, de drogue ou d'alcool. Alors, parmi vous, combien de cases vous cochez par ici? Donc, lancement du chaos, s'il vous plaît. Super, merci. Alors moi, personnellement, je n'ai pas bien dormi cette nuit. Hein, j'étais un peu stressé. Donc voilà, et je suis stressé aussi, donc je ne peux pas cocher ces 2 cases. Alors, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, je n'ai pas pris de drogue, c'est pas mal déjà. J'ai une vie sociale affective équilibrée, c'est sympa. Et puis je suis avec vous aussi, donc je suis plutôt bien. J'ai mangé un couscous hier, donc c'était chouette. J'ai mangé avec des légumes, donc c'est pas mal, je peux cocher la case là. Et je pense que j'en coche que 2, parce que je n'ai pas beaucoup fait de sport ces derniers temps. Ok, bien écoutez, c'est assez bien réparti. Je vois que tout le monde mange bien, la grande majeure partie. Bravo, bravo. On voit qu'on a ici affaire à des pharmaciens qui prennent soin d'eux.
Hein, donc c'est assez équilibré sur les autres paramètres. Donc puis aussi, vous avez tous une vie amicale, chouette et sympa. C'est normal, vous êtes ici, donc c'est un petit peu logique. Et donc l'idée, c'est qu'en tant que patient, en tant que pharmacien, nous puissions aider nos patients à reprendre justement le contrôle de leur santé. Notamment à travers les interventions non médicamenteuses. En effet, nous pouvons aider nos patients, cette pharmacie du futur, pas uniquement avec les médicaments, mais aussi en s'occupant de leurs composantes psychosociales, leur mental, corporel, par l'activité physique, et l'aspect nutritionnel, par l'alimentation. Parce que si ici, effectivement, tout le monde mange bien, ce n'est pas le cas, malheureusement, de la plupart de nos patients, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Asie, partout dans le monde, en fait. Et donc là, vous avez un exemple d'un collègue pharmacien à Londres, Haroun, qui donne des cours de danse en tant que pharmacien pour des patients atteints de Parkinson. Et ces cours de danse sont plus efficaces que des médicaments pour les remobiliser. Il m'a demandé ensuite de faire une conférence au sujet du sport santé. Strasbourg est la première ville à avoir mis en œuvre le sport sur prescription, le sport sur ordonnance. Et donc là, vous voyez qu'au sein de notre pôle de santé, on va proposer à nos patients d'assister à des cours de sport santé avec une coach d'activité physique spécialisée en santé. Ou peut-être d'aller voir effectivement la chiropracteur en cas de problème. Pour nous guider à travers tout cela, qui est un sujet assez complexe, donc nous pouvons nous tourner vers des solutions de formation, comme Calia Pro, ou comme d'autres solutions aussi comme Défi Médoc ou Ma Formation Officinale, qui peuvent nous permettre de découvrir d'autres solutions. Et donc, pour ceux qui seraient un peu curieux pour en savoir plus, eh bien, il va y avoir une prochaine publication dans la revue Hegel sur la médecine et la santé intégrative, et qui va vous parler de ces contextes et perspectives d'évolution de l'exercice officinal vers un modèle français de pharmacie intégrative. Alors, le pouvoir de la croix verte. Nous avons un grand pouvoir, en fait. À travers toutes nos officines, c'est un pouvoir puissant, puisque c'est aussi l'amour du métier, l'amour de nos patients qui nous guide. Le pharmacien du futur est aussi un pharmacien de cœur. Nuit de garde, un médecin généraliste, écrivain, est venu me voir, par un sujet qui était personnel. On a bien échangé. Et il m'a dit, écoutez, vous êtes sympa, je vais vous offrir un livre sur les énergies vibratoires de l'amour. Alors, pensez bien que j'étais un peu surpris. Hein, il m'a dit, je dis, en plus, pas du bien des médicaments. Je dis, bon, la nuit était longue, allez, j'ai lu ce bouquin d'une traite. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé intéressant dans le sens où j'ai perçu qu'effectivement, il y avait plusieurs manières de prendre en charge nos patients et qu'à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui ont une conviction dans quelque chose, eh bien, il peut se produire quelque chose. Peut-être est-ce là le secret de l'homéopathie, je ne sais pas. Mais en tout cas, une autre lecture, une thèse faite par une collègue pharmacienne de la même promotion que moi, qui décrivait 36 méthodes différentes pour soigner les verrues, que ce soit le chien qui lèche la verrue, entourer la verrue avec un stylo, prendre de la lysocyse ou de l'homéopathie, ou mettre simplement un pansement dessus, eh bien, toutes ces méthodes avaient une efficacité équivalente. Est-ce là le seul effet placebo, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres effets positifs à côté de cela, ou est-ce autre chose, le fait que suffisamment de gens croient dans quelque chose pour lui conférer une action positive? Une chose est sûre en tout cas, c'est que le pharmacien du futur est un pharmacien placebo-inducteur. Et donc, de par l'étendue de nos connaissances, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel. Là, c'est Philippe Pierre de Gennes, prix Nobel de physique en 1991, qui a fait Isaac Newton de notre temps, qui a donc écrit cela. La perception du monde réel n'est pas suffisante. À cela s'ajoute aussi la perception du monde numérique, du monde immatériel. Voilà, nous allons pouvoir lancer un caout. Pour vous, la santé numérique, la santé digitale, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous connaissez les mots qui vont s'afficher là bientôt? Quels sont les termes qui vous parlent? Santé digitale, santé augmentée, l'IA-ceutique, la santé hybride, le numérique en santé, la santé connectée. Ok, oui. Écoutez, je vois que la santé digitale, c'est un terme qui parle à beaucoup de monde, ainsi que la santé connectée. Un petit peu moins bien, la santé augmentée. Eh bien, la santé augmentée, c'est celle qui va s'appuyer sur la santé connectée pour que nous puissions être en meilleure santé. L'IA-ceutique, donc c'est un jeu de mots entre intelligence artificielle et pharmacie. Donc c'est l'intelligence artificielle au service de la pharmacie. La santé hybride, elle, c'est la santé à la fois présentielle et distancielle, les deux combinés ensemble. Le numérique en santé, donc vous avez compris que c'est la version française de santé digitale qui est un peu un anglicisme, mais ça veut dire la même chose en réalité. Et la santé connectée, c'est donc les appareils de dispositifs médicaux connectés, comme les tensiomètres connectés ou aussi les glucomètres connectés par exemple, ainsi que les montres, les balances, etc. Et donc, est-ce que l'heure de l'IA-ceutique a sonné? Est-ce que nous sommes au début d'une nouvelle ère, aussi riche de dangers que de promesses? Est-ce que l'IA-ceutique va nous remplacer ou nous augmenter? Le métavers se substituera-t-il à la pharmacie physique?
Aurons-nous des pharmacies hybrides à la fois physiques et virtuelles, comme c'est déjà le cas avec des sites internet pour certaines officines? Eh bien, c'est le futur que je vous propose d'explorer. Mais avant cela, voici la digitale pourpre. Donc, parmi vous, cette plante, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? C'est donc la plante dont est extrait la digitaline, qui fait le traitement hémigoxine pour lutter contre l'insuffisance cardiaque. Et qui en même temps, si vous ramassez cette plante et que vous léchez les doigts juste après, ça peut causer la mort. Donc est-ce un poison ou un remède? Est-ce que le digital, de la même manière, on peut faire une métaphore, est-ce que c'est un danger ou un allié? Et donc, d'après vous, poison, remède, est-ce que c'est la dose qui fait le poison? Ou est-ce que c'est un placebo, voire est-ce que c'est complètement inutile, le digital? Ok, bien bravo. Encore une fois, effectivement, je vois que je suis entre confrères ici. C'est bien la dose qui fait le poison. Bravo, bravo. Une chose est sûre, le digital sans l'humain n'est rien. Et si nous souhaitons passer d'un système de santé réactif à un système de santé proactif, la pharmacie est plus qu'un relais idéal. C'est la pierre d'angle d'un tel système. Ainsi, nous pouvons passer d'un système de santé, encore une fois, curatif à un système de santé préventif, un système de santé qui produit de la santé plutôt qu'il ne consomme du soin. Et la pharmacie du futur est celle d'une santé communautaire, de proximité au plus proche des gens pour lui apporter cela. C'est un relais physique idéal pour les solutions de santé numérique, à travers la formation de nos patients, leur éducation, la prévention, le dépistage, l'orientation et le suivi des patients, allant jusqu'à une pharmacie que nous pouvons qualifier de 4.0, à travers les médicaments, 1.0, à travers l'aspect de tout ce qui est le dépistage, la prévention, le côté clinique, c'est le 2.0, jusqu'à une prise en charge des modes de vie intégratifs, le 3.0. Là, vous avez effectivement une pharmacie qu'un collègue ingénieur HEC à Shanghai, il a rêvé de ça, il m'a dit, Xavier, on pourrait faire ça, ce serait vraiment super chouette. Et il avait aussi imaginé un quatrième pharmacie 4.0, une pharmacie communautaire, on puisse se retrouver avec nos patients et pourquoi pas boire un café avec eux. Là, il est allé un petit peu loin, mais pourquoi pas, il y a de l'idée, effectivement, là-dessus. Et donc, cette pharmacie-là, il m'a dit, mais Xavier, en fait, moi, je l'ai imaginé, mais toi, tu l'as faite. Donc, à Truchtersheim, en Alsace, nous avons imaginé effectivement ce pôle santé, le K-Hub, qui regroupe un ensemble de professionnels de santé qui travaillent ensemble, main dans la main. Donc, pharmaciens, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues, chiropracteurs, donc à travers notamment le sport santé, on y reviendra par la suite. Nous explorons aussi de nouvelles technologies pour que nos pharmacies restent des lieux de présence importants, des lieux de vie, dans lesquels les patients continuent de vivre des expériences. Notamment, là, vous avez mon associé Julie qui fait des tests pour une bonne analyse de la composition corporelle. À côté, vous avez une machine qui permet de détecter les neuropathies périphériques précoces, qui sont des facteurs prédictifs du diabète. Et à côté, donc, nos apprentis, Marion, qui fait des tests capillaires et cutanés à un patient. Et c'est avant tout aussi une réflexion sur le travail en interprofessionnel avec les pros de santé du territoire, notamment à travers les CPTS. Donc, parmi vous qui travaillent en CPTS, nous allons voir aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le fait qu'il est intéressant de travailler avec les professionnels de santé. Super, on va voir les réponses maintenant. Super, ok, alors... Ok, bien écoutez, effectivement, je vois qu'ici, la majeure partie d'entre vous travaille plutôt de manière très rapprochée avec les médecins. C'est moins le cas en France, où là, on est plus en silo. Mais je pense aussi, effectivement, que vous êtes plus soudés en termes de communauté pharmaceutique et médicale, peut-être qu'en métropole. Et donc, cela, ce qu'il pourrait être, eh bien, c'est une nouvelle donne pour la pharmacie. Une pharmacie hub de santé territoriale, avec un pharmacien, logisticien et clinicien, de premier recours délivrant des produits et services, collectant, générant et partageant des données enrichies dans le cadre d'un exercice collectif associant le guérir de l'assurance maladie au prévenir d'un écosystème de santé de proximité. Alors, on a passé un peu plus de 20 minutes encore, j'ai le compteur qui est là, donc on va un petit peu se lever pour se bouger un peu, s'oxygéner effectivement le cerveau. Et là, c'est dans le cadre de la prévention santé, je vous demande à tous de vous lever si vous voulez bien. Oui, merci, c'est super, c'est très gentil. Hein, je suis stressé, vous me soutenez, c'est vraiment sympa, j'apprécie beaucoup. Ok. Bravo, super. Ben, voilà, ça c'est aussi le futur, c'est incertain. Ne pensiez pas que durant la conférence, vous alliez vous lever. Hein, ça, je ne pense pas que vous y attendez. Ça, c'est une surprise, hein, effectivement. Et donc, vous êtes tous bien levés maintenant, eh bien, on va un petit peu se décontracter la nuque. Voilà, gauche à droite. Voilà. Super, super, ok. Ok. Maintenant, vous pouvez un petit peu lever les bras ou les étirer un petit peu, ça fait du bien. Voilà. Super, super. Un peu de hula hop aussi, un peu. Super, bravo, bravo, bravo. Et voyez, effectivement, pour ceux qui n'avaient pas coché la case activité physique, c'est chose faite maintenant aujourd'hui.
Voilà, vous pouvez vous rasseoir maintenant, merci beaucoup. Ah, voilà, vous avez vu, c'est ce qu'a fait Haroun aussi avec les patients atteints de Parkinson. Vous voyez à quel point c'est sympa. Et pourquoi ne pas faire cela avec nos patients? Leur offrir effectivement ce type d'activité de manière encadrée et ludique. Alors, tout cela est bien beau, mais en pratique, comment cela se passe-t-il pour mettre en place une transformation numérique dans son officine? Et que pensent nos ordres de tout cela? Est-ce que parmi vous, ici, est-ce qu'il y a des gens de l'ordre? Comme ça, j'ai adapté mon discours peut-être. Non, je plaisante. Eh bien, en fait, l'ordre est tout pour, l'ordre des pharmaciens, en tout cas en France, le CNOP, a déclamé eh bien, qu'entre e-santé, exercice pharmaceutique, tiens, e-santé, ça c'est encore un terme que je n'ai pas évoqué, ça correspond pareil au numérique en santé et à la santé digitale, eh bien, nos exercices pharmaceutiques et nos usages, eh bien, tout sera connecté. Vous voyez, on est encore entre aujourd'hui et demain, entre aujourd'hui et le futur. Mais l'ordre des pharmaciens, qui est assez conservateur d'habitude, a pris position là-dessus. Et donc, que digitaliser dans nos officines? Eh bien, le back-office, ça vous savez, les produits, ça nous prend du temps, ça nous pollue l'esprit, on aimerait plutôt passer du temps avec nos patients. C'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur des répartiteurs efficaces. Et comme partout dans le monde, on a tous du mal à avoir des médicaments, il y a beaucoup avec ces quotas, ces ruptures. On y reviendra. Et donc, on peut donc digitaliser son stock. On peut aussi former l'équipe. On n'a pas de solution de formation à l'instant. Effectivement, des Fimédoc pour les médicaments, ma formation officinale, par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. D'autres solutions aussi que je vous présenterai. Ah oui, il faut savoir aussi que je suis très impliqué dans le numérique en santé, en France, mais pas que en Europe, mais aussi à travers le monde, et que des fois, je vais vous présenter des solutions pour illustrer. Il y a toujours d'autres solutions qui existent, mais voilà, si jamais, je vous le dirai au cas où. Et donc, on peut aussi travailler sa présence sur Internet, sur le web, créer une communauté de clients à travers notre site Internet. Parmi ceux qui sont présents, combien ont un site Internet avec leur pharmacie? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont un site Internet pour leur pharmacie? Ok, je vois assez peu de mains levées. J'ai le soleil dans les yeux, là. Non, ouais, je vois à peu près 10 mains levées, peut-être. Ok. Donc là, pour l'instant, effectivement, les pharmacies sont assez peu sur Internet, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate en France. Alors en France, on a mis en place des systèmes d'usine à sites. Je suis adhérent d'un groupement qui s'appelle Giropharm, et c'est un site qui automatise un site automatique pour faire des sites de pharmacie. Voilà. Et je pense que ce n'est pas l'idéal. Je pense que c'est mieux effectivement si on personnalise cela. Enfin, voilà, c'est un point de vue du futur. Et donc cela donne aussi lieu après au e-commerce, à la vente en ligne, un grand sujet actuellement, puisque vous savez que l'État français se pose la question afin de rendre légale la vente de médicaments en ligne sur ordonnance dans les pharmacies. C'est quelque chose effectivement que nos syndicats luttent contre. On peut aussi digitaliser les espaces au sein de nos officines, au niveau du MERCH. On peut digitaliser le point de vente avec des écrans pour aider et guider nos patients. On peut aussi mettre en place un suivi digital du patient avec des dispositifs médicaux connectés, voire mettre en place de la télésanté avec de la téléconsultation. Et donc on voit qu'on peut digitaliser ce parcours de soins avant que le patient n'arrive à la pharmacie, pendant qu'il y est, mais aussi après. Il y a une quantité d'opportunités d'utilisation. Du smartphone, du téléphone, vous avez vu que vous avez dans la main, nos patients peuvent faire des choses aussi très intéressantes avec, ce qui permet de maintenir ce lien en dehors de l'officine, avant et après son passage. Là, c'est un exemple du site de la pharmacie chez nous, où le patient peut envoyer des ordonnances avant qu'il arrive. Ensuite, on a un système de gestion, un dashboard pour suivre toute l'activité de la pharmacie qui nous permet de préparer le médicament lorsqu'il arrive, avec aussi tout un système, on a parlé de transstocker, c'est un petit transstocker pour la pharmacie, aussi pour diminuer la pollution logistique et pour, avec plus de machines, on fasse plus d'humains, pour augmenter la relation avec nos patients. Et problème, c'est que ce robot il est super génial, etc. Et tout, mais s'il est vide, qu'il n'y a pas de boîte, on fait comment? C'est embêtant. Et personne n'aime se retrouver à ce cas-là où plus de stock. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? À quoi c'est dû? Quand on a un problème, quand on a une erreur fatale qui apparaît comme ça, la meilleure chose à faire, c'est déjà d'analyser les sources de ces soucis. Donc, à quoi cela est-il dû? Alors, d'après vous, quelles sont les 2 principales causes de rupture de stock en officine? Le manque d'employés, jamais assez de monde, ça c'est ce que nos collaborateurs disent. Les problèmes de livraison, ça c'est toujours, oui, ça fout du grossiste, vous savez, c'est une excuse assez pratique quand on est devant le patient, mais bon, ce n'est pas la vraie raison souvent. Une rupture nationale et ou mondiale, un manque d'anticipation, pas de stock d'avance, oui, c'est bête, c'est dommage. Demande plus forte que prévu, inattendue. Ou est-ce qu'on est victime de son succès? Une expression que je déteste, personnellement, marquer victime de son succès sur les produits. Je vois effectivement de bons pharmaciens comme moi, en fait, vous voyez tout à fait,
Ben oui, un manque d'anticipation, parce qu'on n'a pas de stock d'avance. Bah, c'est quelque chose qui peut nous arriver, parce qu'on a été débordé, on n'a pas prévu, etc. Surtout si on n'a pas mis de choses automatiques en place. Et aussi une rupture nationale et ou mondiale. Bah, ça, c'est une cause qui nous concerne de plus en plus à travers le monde entier. Les autres choses, effectivement, peuvent compliquer les choses, mais ce ne sont pas les deux principales causes de rupture. Alors, cet écran-là, est-ce que ça vous parle? Vous pouvez lever la main, ceux à qui ça parle? Ouais, je vois quelques mains à l'avant, moins à l'arrière. OK. Eh bien, c'est un logiciel de gestion officinale. Là, il s'appelle Informa, mais il aurait pu s'appeler autre chose. Je pense que dans chaque pays, vous avez des solutions très très bien qui existent et qui permettent de définir des niveaux de seuil de stock pour automatiser ça et justement éviter ces problèmes de rupture. Puisqu'on a beau tout digitaliser, si on n'a pas les produits en stock, ça ne sert à rien. Et donc, on va passer à un dernier caout. Voilà. Et là, effectivement, c'est la question bonus, c'est qui rapporte le plus de points. Donc, on va voir effectivement quelle est de commande en termes de jours de stock minimal et pour combien de jours afin d'avoir un stock qui roule. Est-ce que c'est pas de stock du tout, une grosse trésorerie, mais c'est compliqué à gérer, ou est-ce que c'est 40 jours de stock? Donc là, moins de trésorerie, mais on est plutôt confortable. Voilà, entre 0 à 40 jours de stock. D'après vous, quel est le seuil de stock minimal et pour combien de jours on peut commander chaque fois afin d'avoir un stock qui roule? Entre 0 ou 40 jours. OK, alors, ça nous donne quoi? Voyons voir quelle est la bonne réponse. Pas mal de gens ont répondu 30 jours, certains ont répondu 10, certains ont répondu 20. Le caout se décide, qu'est-ce qui va sortir? Eh bien, la bonne réponse est 15 jours. En effet, voilà. Ça, c'est le délai idéal, en fait, pour commander effectivement ces produits, afin d'avoir un stock qui roule. Et ça, on peut le définir de manière automatisée dans notre informatique. Après, bon, chacun a sa stratégie. Moi, j'ai des stocks pour 50 jours, parce que je préfère avoir du stock de manière confortable, mais c'est un choix personnel aussi en même temps. Et donc, il existe une solution, là, c'est un exemple avec une autopilote. L'intelligence artificielle générative et prédictive nous permet déjà, dans nos logiciels officinaux, de nous aider à passer des commandes en mode automatique. Et ça, c'est très intéressant. Voyez. Alors, je ne sais pas si ici, ceux qui sont clients de ce logiciel, est-ce que vous l'avez déjà mis en place ou pas? Levez la main éventuellement pour ceux qui l'auraient fait. Non? OK. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose à creuser. Mais d'autres logiciels, effectivement, ont certainement des solutions de ce type-là. Et donc, nous arrivons ainsi à une pharmacie où les patients, effectivement, sont heureux. Ils ont un parcours sans couture, digitalisé jusqu'à la pharmacie. Tout était préparé, on peut passer du temps avec eux. Le produit est là. Et donc, grâce à la richesse du passé, puisqu'on connaît nos patients, on connaît les rotations, les stocks, on a utilisé cette big data pour une pharmacie personnalisée et prédictive. En prévoyant le futur, nous avons anticipé les saisons, les épidémies, les ruptures, les aléas logistiques pour une pharmacie préventive. Et en étant performant maintenant, par la mise en place de processus de commande systématiques et quotidiens pour une pharmacie pilotée. Alors, c'est presque l'autopilote. Et donc, ça nous permet de passer de la big data à la smart data, à la donnée intelligente. Et enfin, pour finir, donc, il est important aussi de se servir du numérique pour avoir une entreprise apprenante. On peut capitaliser sur la démarche qualité, analyser nos dysfonctionnements, mettre en place ce qu'on appelle la route DEMING, PDCA, Plan Check Act, et afin d'améliorer effectivement nos entreprises en continu et de capitaliser ces connaissances. On peut bien sûr digitaliser, on l'a dit effectivement, l'intérieur de l'officine avec des tonnes d'écran, un système d'attente s'il le faut, etc. Se servir de l'IA pour faire des bilans partagés de médications, pour senioriser notre analyse pharmaceutique, pour nous guider effectivement à travers la formation. J'ai parlé plusieurs fois, mais la formation est extrêmement importante pour que les équipes soient performantes, et le digital, la formation en ligne le permet. Et donc l'idée, c'est que ensemble aujourd'hui, nous soyons là pour la santé de demain de nos patients. En tout cas, notre leitmotiv chez nous à la pharmacie. Nous proposons à nos patients des applications, éventuellement sur leur téléphone, qui permettent de se suivre. Nous proposons aussi des services un peu plus exotiques, comme le suivi de la pression artérielle à distance ou des piliers connectés avec un système de télésurveillance pour des médicaments critiques. Donc ça, c'est des choses, effectivement, Wings non, mais l'autre, je suis partie prenante de ce produit. HiNounou permet aussi, par exemple, c'est un exemple, mais qui permet de suivre les données de santé des patients à domicile, notamment avec des capteurs de température, d'humidité, d'hygrométrie, et de bruit, pour voir si nos patients sont à la maison chez eux, dans un continuum de santé parfait. Donc là, on va très très loin, on parle de pharmacie du futur, donc voilà, on y va à fond. Et donc tout cela, effectivement, médié par l'intelligence artificielle. Donc tout cela donne naissance à un pharmacien du futur, aux multiples facettes, voire à un nouveau paradigme. En effet, nous sommes passés du pharmacien logisticien au clinicien, du gardien des poisons au gardien des données de santé. C'est un retour aux sources. Aussi, peut-être, avec des naturopathes ou des tradipraticiens. Nous voyons aussi que c'est un exercice de plus en plus pluridisciplinaire et coordonné avec les médecins et les autres pros de santé grâce au numérique en santé qui le facilite. Nous avons aussi des nouveaux médicaments, médicaments digitaux, mais aussi prescription sociale, comme on l'a vu à l'instant avec le sport santé.
Eh bien, la pharmacie, c'est plus qu'un oasis de santé hybride et intégratif. C'est un véritable hub de santé. Donc, par exemple, des technologies comme les thérapies d'exposition à la réalité virtuelle, pour tout ce qui est la douleur, lutter contre la douleur, l'angoisse, le sommeil, les addictions, mais aussi pour l'éducation et la formation, la prescription sociale, on en a déjà parlé, des thérapies digitales qui permettent, par exemple, dans ce cas-là, de gagner plus de 7 mois d'espérance de vie pour des patients atteints de cancer du poumon. C'est énorme et sans effet indésirable. Tout cela se développe dans des hubs de santé de plus en plus grands, offrant un nombre de services de plus en plus important. Donc ça, c'est un exemple aux États-Unis. Et donc cette pharmacie du futur est un concept qui se développe de plus en plus à travers le monde, jusqu'à aller explorer des choses encore inexploitées, comme la recherche clinique en pharmacie. Ici, vous voyez le test d'apprentissage d'un téléphone de lecture de l'hypertension artérielle. Ah, je vois effectivement qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais accélérer un petit peu. Donc voilà, la recherche avec l'industrie pharmaceutique et la recherche sur des interventions non médicamenteuses comme la luminothérapie qui peut remplacer des benzodiazépines dans le cadre du sommeil. Et là, on voit que la pharmacie d'officine, grâce à son intervention, a sauvé une recherche clinique. Puisque pendant 2 ans et demi, cette étude a patiné, et depuis qu'on a mis ça en place dans une dizaine de pharmacies en Alsace, eh bien, l'étude a décollé. Et en 3 mois, on a fait ce que les médecins n'étaient pas arrivés à faire en 3 ans. On peut recueillir des données de santé, et donc arriver à un pharmacien du futur qui soit aussi un pharmacien clinicien qui génère des revenus en coopération scientifique, en plus de la coopération commerciale. Et donc, ces évolutions technologiques vont à un rythme si effréné que nous pouvons être perdus dans ce tourbillon incessant. Web3, blockchain, métavers, big et smart data, IA générative, prédictive, deep learning. Vous pouvez être perdu, effectivement, lorsqu'une une translation, comme Bill Murray, quand il est arrivé au Japon et qu'il n'avait plus ses repères. Mais nous pouvons aussi demander notre aide à cette fameuse intelligence artificielle et explorer d'autres univers. Voilà un exemple de métavers. Et en fait, tous, nous sommes déjà dans un métavers en santé, c'est-à-dire que tous ceux qui utilisent un réseau social le sont au final. Donc parmi vous, qui utilisent un réseau social type Facebook, Insta? Oui, là, la majeure partie, effectivement. Vous voyez, finalement, vous êtes déjà finalement dans un métavers. L'idée, c'est de voir comment on pourrait amener nos patients à un métavers en santé qui complète tout ce qu'on peut faire en officine. Donc jusqu'à peut-être, effectivement, un jour, un environnement complètement immersif. Donc un exemple de formation en 2 dimensions. Un autre exemple en 3 dimensions, là, vous voyez, c'est moi avec un casque. Donc dans un univers effectivement avec un Pharmagora 3D, on n'y est pas encore, mais c'était effectivement des tests. Voilà ce qu'on aura un jour un métapharmacien dans une métapharmacie, avec une IA comme assistant médical et pharmaceutique. Est-ce qu'un jour nous aurons des jumeaux numériques qui seront malades avant nos patients? Est-ce qu'un jour nous aurons une pharmacie, un fast-food de la santé, où nos patients auront un univers complètement déshumanisé, sans pharmacien humain, pouvant effectivement consommer du soin à distance via drone, mais de chez eux, ou pour se projeter à distance en tant qu'hologramme dans des pharmacies? Eh bien, je ne le pense pas, car notre humanité et notre sourire resteront essentiels dans la relation de soins, dans ce cas de plus personnel, car comme l'a dit Terence quelques années avant, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Comme le jour où jeune pharmacien, un patient est venu me voir et m'a dit « Monsieur, vous avez fait une erreur, vous êtes incompétent, mais moi, vous avez une qualité, c'est que vous savez sourire. » Voilà. Et ça, la machine ne peut pas le faire, en fait. Elle ne peut pas sourire. Quand la machine bug, vous avez juste envie de taper dedans, mais bon, voilà. La formation, on peut lui taper dedans, c'est quand même mieux, mais voilà. Donc, et donc, c'est très important de se souvenir de ça. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc, ça, personne ne nous l'enverra jamais. Et c'est pour ça que je suis très, très confiant que le pharmacien de l'avenir, que le pharmacien du futur, ce soit un pharmacien d'officine humain et non pas une machine. Et donc, si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, de Rabelais, alors science en conscience construit l'âme et nous permettra de préparer nos futurs au pluriel, parce que chacun d'entre vous ici a son futur en tête. Ce que j'ai présenté, il y en a peut-être un qui vous plaît ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, chacun est libre de créer son futur. Mais s'il ne le crée pas, il va se le voir imposer par d'autres. Et ça, c'est très important de se souvenir de ça. Et donc, sans humain, je pense que là, effectivement, il n'y a pas de futur. Important aussi de préparer toute cette pharmacie du futur dans une cadre d'une démarche éco-responsable pour la génération actuelle et surtout celle à venir, dans le cadre de la construction d'une pharmacie du futur, qui reste un projet en perpétuelle construction. Notre voyage dans le futur de la pharmacie arrive à son terme. Que ce futur soit souhaitable ou non, désirable ou non, il se dessine déjà avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, générative et prédictive. Nous pouvons en avoir peur, ou la considérer comme une alliée augmentant nos compétences, libérant notre temps pour exercer au mieux notre métier et notre art pharmaceutique. Sous l'influence du numérique en santé, nos pharmacies deviennent des lieux de vie connectés au monde,
Des hubs de santé où la relation avec nos patients peut s'épanouir tout au long de leur parcours de vie, en prévention, lors de leur passage en officine et aussi au fil de leur suivi. Et donc, quoi qu'il en soit, le numérique en santé nous donne les moyens de passer d'un système de santé réactif à un système de santé proactif, vertueux, dans lequel la médecine des 5 P, personnalisée, préventive, participative, prédictive et de précision, se conjugue avec une pharmacie pilotée, plurielle, populationnelle, de proximité et planétaire, donnant naissance ensemble à une santé des 10 P, une santé intégrative, hybride et durable, base d'un écosystème de santé collaboratif, performant et résilient. Ces 10 P caractérisant la pharmacie d'aujourd'hui et celle de demain, celle d'avenir et celle du futur, correspondent aussi aux 10 doigts de nos mains. Les nôtres, celles dans lesquelles patients et clients nous confient leur santé, dans un cadre plus vaste encore. La vision One World, One People, One Health, un monde, un peuple, une santé, incarne l'unité fondamentale entre humains et écosystème planétaire. Hier, nos ancêtres comprenaient de manière intuitive cette connexion. Ils se soignaient avec les ressources de la Terre et le soutien de leur communauté. Aujourd'hui, alors que nous naviguons entre tradition et modernité, ce retour vers le futur est aussi un retour aux sources. Il y a déjà 400 ans, le poète John Donne affirmait « Nul homme n'est une île, un tout en soi. Chaque homme est part du continent, part du large. Notre bien-être est lié à celui de nos voisins, de notre environnement. La pharmacie est le pilier essentiel de la santé communautaire. Grâce à notre accessibilité et notre ancrage territorial, nous offrons un visage humain, une porte ouverte vers le système de santé. À ce titre, la fondation Ubipharm est un symbole fort de cet engagement pour le bien collectif. Et ce proverbe africain que vous connaissez maintenant déjà, qui est donc que la sagesse consiste à regarder devant soi et à préparer le chemin avant de l'emprunter, nous invite à observer les défis qui se présentent à nous et à y réfléchir de manière collective. Ainsi, pour que la santé continue à être entre de bonnes mains, anticipons et innovons ensemble et créons dès à présent, pour tous, un futur désirable et souhaitable. Merci de votre participation, en tout cas, au CAOUT, à ce voyage dans le futur de la pharmacie. Donc ce n'est que le début d'un plus long voyage. Et donc j'aimerais bien que le podium s'affiche, puisqu'on a dit qu'il y aurait peut-être un gagnant. Alors. Donc le gagnant est Matt. Matt, est-ce que vous pouvez lever la main? Et où le Matt? Pour elle, on a Matt là-bas. Bravo, félicitations. Bravo Matt. Et comme vous avez effectivement tous participé et gagné, on peut revenir à la présentation, s'il vous plaît. Donc ceux qui souhaitent, vous pouvez scanner ce QR code, puisque Matt, la surprise, c'est qu'il aura ce livre en physique. Et comme on est hybride et digital, ce livre est collector maintenant, il est édité en 20 000 exemplaires pour la Belgique, il n'y en a plus, il est épuisé. Eh bien, vous pouvez le scanner si vous souhaitez et découvrir ce petit bouquin de la santé connectée, voilà, qui a été écrit pour le marché belge. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide, n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'arrive de Strasbourg. Alors, Monsieur Schneider, vous nous avez présenté la pharmacie du futur et il s'avère que mes frères, nous sommes tous des Africains là, presque, et entre humains, et nous avons vu la résilience, dans le vrai sens du terme, pendant la crise du Covid en Afrique. L'Afrique a résisté au Covid. Pourquoi? En grande partie, peut-être, parce que la population est jeune, comme vous l'avez montré. Alors, est-ce que ici, ce n'est pas le lieu où, entre Africains, entre professionnels de santé, il faudrait construire quelque chose ou prendre l'engagement pour justement cette santé populationnelle pour la jeunesse africaine? Parce que la jeunesse africaine, c'est notre futur, c'est l'avenir. Bientôt, un travailleur sur 5 sera africain. Ici, il y va peut-être de notre responsabilité à tous pour amener à ces jeunes peut-être des moyens pour qu'ils prennent leur santé en main avec l'aide, bien sûr, des professionnels de santé. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas un appel à nous autres professionnels de santé pour que nous prenions cela entre nos mains? Merci. Merci pour cette question, effectivement. Alors, c'est une bonne question. Et là, je dois dire, effectivement, ce n'est pas à moi d'y répondre. Je pense effectivement que c'est à vous tous ici d'y répondre. Puisque, comme a dit Peter Drucker, eh bien, c'est à chacun de créer le futur.
Donc en effet, on l'a dit en introduction, que la population effectivement a été une population innovante, jeune, dynamique, en capacité d'innover, d'anticiper son avenir. Donc je pense effectivement que chacun peut se poser cette question dans son officine, en donnant la chance à des jeunes de travailler à leur côté, en accompagnant aussi la communauté, la population, et chacun à son niveau peut faire son petit quelque chose, mais que pour que les choses grandissent de manière communautaire. Voilà effectivement la réponse que je pourrais effectivement apporter. Et je pense qu'en tant que pharmacien d'officine, eh bien, il est notre responsabilité, partout dans le monde, effectivement, de nous occuper de notre communauté, à la fois dans une responsabilité populationnelle, sociale et environnementale. Il y a encore une autre question. Alors, moi, j'en ai une pour vous, Dr Schneider. Quand vous avez parlé tout à l'heure du rôle du pharmacien dans la médecine, dans le parcours finalement intégratif, qu'est-ce que ça dit du rôle des pharmaciens d'officine qui sont ici présents? Est-ce que ça sous-entend que demain, ils seront, et vous avez commencé à le dire, non seulement pharmaciens, conseillers diététiques, conseillers sportifs, avec une connaissance fine du type de nourriture, par exemple, qui peuvent être proposées. On sait que dans notre continent, on a des tarots, du plantain, ainsi de suite, ce qui n'a pas les mêmes qualités nutritives qu'un poireau ou une carotte. Comment est-ce que les pharmaciens ici présents peuvent se préparer à cette prochaine étape qui va constituer pour moi une étape de la pharmacie du futur dont vous parliez? Eh bien, effectivement, ça passe d'abord par la formation. Je crois qu'avant toute chose, il est important de se former, ce que vous faites déjà ici ce matin, en venant participer à cette conférence, en m'écoutant moi avec des idées qui seront bonnes ou pas à prendre. Ça, c'est vous qui ferez votre choix, en écoupant peut-être effectivement le conférencier suivant, mais surtout aussi avec un cycle de formation peut-être, avec des professionnels, des experts dans chaque domaine, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, afin de progresser dans le domaine de tout ce qui est santé intégrative, par exemple, c'est très très intéressant, et bien sûr, l'adapter au territoire. On a dit effectivement, la carte n'est pas le territoire. Donc il s'agit, sur chaque territoire, de voir ce que font par exemple les tradipraticiens, peut-être, de voir ce qui est fait en termes d'activité physique dans la communauté, et d'adapter effectivement en fonction des aliments qui se trouvent dans chaque pays. Et de faire peut-être une pyramide alimentaire idéale, et de la construire, la co-construire avec d'autres professionnels de santé, puisqu'on n'est pas tout seul. Nous avons aussi les médecins, les diététiciens, vous en avez parlé, effectivement. Je pense qu'il faut imaginer collaborer ensemble sur ces sujets. Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut l'applaudir une dernière fois. Merci pour cette présentation. Merci. Donc,